L'informatique que vous connaissez aujourd'hui sera complètement différente de ce qui sera l'informatique dans 5 ans. Moi, je vois ChatGPT, par exemple, on ne l'a pas vu venir. C'est-à-dire, en quelques mois, c'est devenu normal. Bonjour à tous, aujourd'hui bienvenue au podcast d'Insersite. On a quelques invités dont l'équipe d'Insersite et un jeune du CJR qui vont pouvoir s'introduire et notamment Anouar qui va nous dire un peu que fait-il et qui est-il surtout. Bonjour à tous. Anouar Kiassi. Aujourd'hui, je suis directeur digital dans une société qui s'appelle GTT, spécialisée dans des technologies de transport de gaz liquéfié. Mais je suis surtout directeur général d'une filiale spécialisée dans le digital au sein de ce groupe-là, qui aide les navires à réduire leur empreinte environnementale, avec des outils digitaux. Quand vous dites des outils digitaux, vous faites référence à quoi exactement ? Alors, ce qu'on fait plus particulièrement, c'est qu'on dispose d'un certain nombre de capteurs sur des navires pour mesurer, par exemple, leur vitesse, leur consommation de carburant et des éléments environnementaux, par exemple, la hauteur de la vague, la force du vent, parce que tout ça a un impact sur la consommation du navire. Vous pouvez imaginer, en fait, si vous avez un vent qui vient dans l'autre sens, ça vous empêche d'avancer, donc forcément, votre navire consomme plus. Donc, on mesure à la fois des paramètres intrinsèques au navire ou environnementaux, ce qui nous permet de donner des conseils à l'équipage, par exemple, réduire la vitesse, augmenter la vitesse dans certains cas, prendre les courants pour bénéficier de l'effet des courants pour réduire la puissance nécessaire pour un navire, voire incliner le navire devant, derrière. Il y a un tas de paramètres sur lesquels un navigant, un marin peut jouer pour réduire la consommation de son navire. Donc le rôle de la société que je dirige, c'est de développer des solutions comme ça qu'on déploie sur des navires, pour permettre cette amélioration de la performance environnementale, mais aussi, quelque part, la performance économique. Quand on réduit les émissions, on réduit la consommation de carburant, et donc forcément, on réduit le coût d'opération d'un navire. Ok. Oui, moi je voulais vous demander quelles sont vos difficultés justement pour mettre en place justement ces principes et ces choses que vous devez mettre en place. Est-ce que vous avez des difficultés? Est-ce qu'il y a certains pays qui vous disent oui, certains pays qui vous disent non? Et voilà, et quelles sont les modalités en fait? Alors, les difficultés sont à la fois d'ordre technique et humaine. Et je pense que les deuxièmes sont plus difficiles que les premières. Alors, difficultés techniques, pourquoi? Parce que les navires sont très différents. Donc, en fait, les systèmes qu'on développe, qu'ils soient hardware ou software, alors s'ils fonctionnent pour le navire A, on rencontre des difficultés dans le navire B parce que les protocoles de communication sont différents, parce que les règles de réseau sont différentes sur un navire. Un navire, c'est comme un bâtiment. D'ailleurs, on l'appelle bâtiment d'ailleurs. Okay. Vous avez un réseau, vous avez des cuisines, vous avez des chambres pour que les gens dorment. C'est vraiment un bâtiment avec tout ce que vous connaissez comme informatique dans un bâtiment normal. Et donc forcément, c'est géré par des sociétés différentes et on peut tomber sur des règles de gestion très différentes. Un antivirus qui vous empêche d'installer sur le logiciel alors que vous ne l'avez pas vu venir, alors que vous avez envoyé quelqu'un qui a pris l'avion pour monter sur le bateau, il se retrouve comme ça bloqué. Bien sûr, on a des systèmes de support à distance, mais donc il y a des difficultés techniques où on se branche à un moteur qu'on n'a jamais vu, etc. Donc il y a un tas de surprises comme ça techniques. Et puis vous avez le facteur humain, ce qu'on appelle dans le milieu informatique la conduite du changement. C'est-à-dire, en fait, vous avez un équipage qui a l'habitude d'opérer le navire comme il veut, personne ne leur dit quoi faire, et puis un logiciel arrive, on commence à leur dire « Ah ben non, nous on l'aurait fait différemment, voyez-vous, ça c'est pas bien, il fallait faire autrement ». Donc forcément, on fait place à la résistance. C'est souvent la partie la plus difficile. Et donc il faut essayer d'aligner quelque part les intérêts. Il faut trouver un moyen d'intéresser l'équipage, que ça ne soit pas perçu uniquement comme une contrainte supplémentaire, parce qu'ils sont en général très occupés à opérer un navire. Et donc, il faut vraiment que nos systèmes soient vus comme une aide et pas du tout une contrainte supplémentaire. Donc là, ça dépend de plein de choses. Ça dépend aussi de la culture de la société. Est-ce qu'ils sont capables de mettre en place une culture qui favorise l'amélioration ou plutôt une culture de sanction qui bloque tout? Et là, ça dépend vraiment des clients et des pays. Il y a clairement, en fait, on voit qu'il y a des cultures régionales où
Je donne un exemple. Typiquement, en Europe, on est plutôt en fait très en avance sur tout ce qui est adoption de la technologie pour améliorer ce genre de choses. Et on va trouver des pays, sans citer des continents en particulier, parce que j'ai des clients un peu partout. Je ne veux pas insulter un client, mais certains continents, on va trouver que, on va dire, il y a plus de disparité entre une culture stricte de la sanction versus une culture qui promeut l'amélioration. Il y a une différenciation qui se ressent. Complètement, absolument. L'informatique, et vous le verrez quand vous allez faire des projets d'envergure, il y a le côté technique, très rationnel, très technique, qui est régi par des lois très claires. Vous ne pouvez pas diviser votre entier par 0. Et puis, quand vous allez adresser des problématiques humaines, ça devient plus compliqué parce qu'il y a des habitudes, il y a des intérêts en jeu, il y a des résistances. Et ça nécessite un peu plus d'expérience, pas forcément technique, mais on appelle ça le toucher de balle. Ça touche un peu le relationnel. Exactement, le relationnel qui vient avec l'expérience. Et de toute façon, le digital est très associé à l'usage qu'on en fait. Il n'y a pas de digital sans usage, en fait. Oui. On parle énormément depuis quelques années de l'expérience utilisateur. Moi, quand j'ai commencé l'informatique, on ne parlait pas du tout de ça. L'expérience utilisateur, c'était le cadet de nos soucis. Maintenant, je pense que l'industrie a reconnu l'importance d'intégrer le logiciel dans son environnement humain. Et ça, c'est une partie qui est très importante, qu'il ne faut pas négliger. Qu'on n'apprend pas en codant, mais qu'on apprend en déployant des projets auprès de différentes populations. Bien sûr. Ça contribue de toute façon au confort des utilisateurs, des clients. Exactement. Et ça permet de créer, au-delà d'un confort, un chemin qui facilite à toutes les parties prenantes. Oui, tout à fait. Et ça facilite l'adoption. Et en fait, quelque part, c'est très frustrant si vous développez un système ou un logiciel et que vous ne rencontrez que des résistances à son déploiement, indépendamment de tous les bénéfices que ça peut apporter. Bien sûr. Et donc, c'est vraiment très important de le réfléchir dès le départ. Dès le départ, quand on développe un système digital, c'est pas juste comment on fait ça techniquement, c'est destiné à qui et dans quel environnement. Je vous donne un exemple très, très concret que j'ai rencontré dans ma carrière. On faisait des logiciels pour les plateformes pétrolières. D'accord. Et puis, en fait, on fait un logiciel avec des tout petits boutons. Sauf que les gens, en fait, ils ont des gants, ils ont des gros boutons, des gros doigts. Donc, ça ne marche pas. Ouais. Et ça, c'est une vraie erreur des débutants que je reconnais bien volontiers parce qu'on pense le logiciel, fonction, code, et pas environnement d'usage, en fait, final. Et c'est l'air de rien. Mais quel message on renvoie à l'utilisateur? C'est qu'on n'a pas pensé à lui. On a juste créé un logiciel, mais on n'a pas pensé à l'utilisateur. Et ça, c'est quelque chose en fait, que maintenant, de plus en plus, on intègre dans une phase très amont des projets. Combien de temps il vous a fallu pour développer votre logiciel? Oula. Il y a énormément de différences. En fait, j'ai fait des projets qui duraient 3 mois. Et j'ai fait des projets qui duraient 4 ans. J'ai fait des projets avec un développeur, j'ai fait des projets avec 25 développeurs. Et quand je travaillais j'ai commencé, en fait, c'est pas un travail, mais un stage de fin d'études dans la société Amadeus, qui fait des systèmes de réservation pour les avions. Et on était 1500 développeurs. C'est vous dire, c'est énorme. Et du coup, la façon de faire est très différente. Oui. On a l'impression qu'on avance moins vite. Et factuellement, on avance moins vite que quand on code tout seul. Et quand on est 1500, il faut une organisation extrêmement sophistiquée et surtout maîtrisée pour sortir un logiciel de qualité. Surtout dans des logiciels de cette nature. Alors là, vous êtes en début de carrière, donc vos logiciels en fait ne sont normalement pas très critiques. Vous ne faites pas encore de logiciel de guidage de missiles. Mais ce genre de logiciel, en fait, le bug est interdit. On ne peut pas se tromper. Mais ça arrive, et alors ça dépend. Ça peut arriver, je ne dis pas que ça arrive, ça peut arriver. Et typiquement, le logiciel sur lequel on travaillait, quand il y avait un bug, on ne pouvait plus réserver de billets d'avion dans le tiers des aéroports du monde. C'est extrêmement compliqué. Donc en fait, on a une approche au logiciel qui est beaucoup plus industrielle, organisée, qualitative, etc. C'est des choses qu'on apprend en faisant des logiciels industriels, en fait, pas des logiciels, on va dire, communs. Parce que quand vous dites que le bug est interdit, ouais. Ça veut dire qu'il y a toute une phase test en amont. Exactement. Avant même d'aller sur place. Exactement. Et ça veut dire qu'on
vous éliminez le fait qu'ils vont être confrontés à un problème le jour J, entre guillemets. Oui, tout à fait. En fait, il y a, c'est pas pour multiplier les exemples de l'aéronautique, mais typiquement, un pilote automatique d'un avion, le bug est juste interdit. Oui. Vous ne pouvez pas, en fait, vous tromper. Et en disant ça, ça paraît extrêmement difficile, parce que vous avez tous codé, j'ai codé, le bug est très facile. On peut se tromper assez facilement et très récurrent. Donc, il y a tout un tas de méthodes qui permettent de tester que le logiciel n'a pas de bug sur ses fonctions les plus essentielles. Donc, en fait, en gros, il faut concentrer son effort sur la partie la plus critique. On peut avoir un bug d'affichage. Vous vouliez que ça soit rouge, c'est vert. C'est pas grave. Par contre, il fallait que ça atterrisse et ça décolle, ça c'est grave. C'est une autre histoire. Donc, c'est une autre... Et du coup, on met tout un tas de procédures, de tests quand on développe quelque chose, et ce qu'on appelle les tests de non-régression, parce que quand on fait évoluer le logiciel, on peut casser des choses qu'on a fait il y a 10 ans. Il faut en fait les retester. Alors, la qualité a un coût. Il y a des gens spécialisés qui font que ça. Parce que quand on parle d'informatique, surtout, moi, j'étais étudiant, on parlait beaucoup des développeurs, c'est un peu les stars du logiciel ou de l'informatique. Il y a tout un pan en fait, professionnel de testeurs qui sont très importants dans cette industrie. Et tester, c'est pas juste ouvrir un logiciel et cliquer en fait, pour savoir si ça marche. C'est extrêmement méthodique. Il y a même des théories très précises là-dessus. Et donc, c'est un vrai métier. Donc, dans l'informatique, il y a énormément de métiers assez méconnus, mais qui sont tout aussi importants que le développement, comme la partie test, comme la gestion de projet, comme l'expérience utilisateur. Bien sûr, très important. Et tout ça. Alors, je ne parle pas, bien sûr, de la partie cybersécurité. Alors, plus on avance maintenant, plus on... C'est un peu profond. Exactement, tout à fait. J'ai remarqué, du coup, on a répété pas mal le mot développeur. Donc, j'en déduis que vous avez un passé développeur. Absolument. Ce serait bien d'expliquer un peu qu'est-ce que vous avez pu faire en tant que développeur. D'accord. Alors, j'ai développé dans ma carrière pas quelques années. Je n'ai pas développé pendant longtemps, mais je tenais à le faire parce qu'après mes études théoriques d'ingénierie, à l'époque on l'appelait génie logiciel. Je regrette ce terme qui n'est plus utilisé. Génie logiciel. On l'appelait le génie logiciel, comme le génie de construction, le génie civil. On appelait ça le génie logiciel parce que je trouvais que ça montrait que c'était en fait un métier. C'est pas juste une sorte de pratique comme un sport du dimanche. Il y a des règles, il y a une façon de bien faire, une façon de pas bien faire, etc. Et donc en faisant mes cours d'informatique, je voulais absolument mettre en œuvre ce que j'ai appris pour savoir de quoi je parlais, parce que j'aurais pu rapidement faire du conseil, par exemple. Donc j'ai commencé par faire du développement moi-même. Et puis après, des opportunités de gestion de projet se sont offertes à moi et j'ai choisi d'orienter plutôt ma carrière plus dans la gestion de projet et plutôt vers le management après. Voilà. Donc, quel a été le déclic du coup, passer de développeur à gestion de projet? Alors, j'avoue que je ne saurais pas expliquer comme ça. Alors, quel a été le déclic? C'était probablement pour pouvoir travailler sur plusieurs projets en même temps. Parce qu'en fait, quand on développe, on a des fonctions à sortir, etc. Et quand on commence à faire de la gestion de projet, on prend un peu de recul par rapport au développement de telle ou telle fonction et on commence à voir déjà l'ensemble du logiciel. Parce qu'encore une fois, il faut se mettre dans une configuration où vous avez un logiciel, vous avez 20 personnes qui travaillent. Parce que quand vous êtes 2 ou 3, même si vous travaillez sur une partie, vous avez la vue globale du projet. Quand vous êtes 20 ou 30 à travailler sur un logiciel, vous ne voyez jamais, en tant que développeur, vous ne voyez pas en fait l'ensemble. Et donc, c'était intéressant de prendre un peu de hauteur par rapport à mes tâches techniques et voir l'ensemble du projet, à quoi il sert. Et puis, toutes les parties que j'ai expliquées tout à l'heure, le déploiement, la satisfaction client, etc. Voire même, à un moment donné, quand on a un peu plus d'expérience dans la gestion de projet, on commence à faire le commerce. On vend en fait le logiciel qu'on développe. Soit qu'on a développé, soit qu'on va développer. Parce que aussi, dans mes fonctions, dans le conseil en particulier, on vend un logiciel qu'on n'a pas encore fait. Donc, on a un cahier des charges, on dit voilà comment on va le faire, combien on va le faire, on est les meilleurs pour le faire, etc. Et donc, on essaie de gagner des projets et les réaliser. J'ai une question. Dites-moi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manquerait pour être épanoui? Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manquerait dans votre métier pour être plus épanoui et
voir un peu plus l'avenir? Qu'est-ce qui vous manquerait aujourd'hui? Difficile parce que je dirais que je suis plutôt épanoui dans mon travail. D'accord, donc ça va. Et puisque ma femme va regarder l'émission, je suis aussi épanoui à titre personnel, je tiens à le préciser. Ce ne sera pas coupé au montage. Non, vous ne m'aurez pas comme ça. Non, moi, vraiment, j'ai fait de ma passion un métier et inversement. J'aime beaucoup ce que je fais. Et d'ailleurs, j'ai eu la possibilité par le passé de faire autre chose que l'informatique, mais j'ai toujours tenu à faire associer en fait le digital quelque part à ce que je fais. Et d'ailleurs, je trouve que c'est important de faire ce qu'on aime pour être tout le temps épanoui. Cette question ne se pose pas. Alors après, on peut toujours manquer, on aimerait bien gagner plus, avoir plus de vacances, etc. Mais malgré tout, on passe beaucoup de temps à travailler et c'est bien quand on fait un travail qu'on aime bien et en fait, on ne sent pas l'effort. Oui. C'est bon, plus facile pour monter en compétence et être satisfait de toutes les missions auxquelles vous êtes confrontés. Complètement. En fait, en faisant un métier qu'on aime, et c'est en 1995, j'ai su que j'allais faire de l'informatique et j'ai pas dévié de ça. Du coup, l'effort est beaucoup plus facile à accepter et à fournir. Et quels sont les projets futurs, si vous avez le droit d'en parler par rapport à votre statut? Non, mais oui, oui, bien sûr, je ne peux pas tout dire, mais donc ce qu'on fait, c'est des logiciels et des systèmes digitaux qui peuvent aussi contenir d'un aspect hardware. On ne fait pas que du logiciel pour améliorer la performance, que je disais, économique et écologique des navires. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un sujet d'actualité et on se sent utile parce qu'il y a vraiment urgence dans ce sujet-là et on sent qu'on a un métier qui a un impact. Donc les applications qu'on fait sont utiles. On n'est pas obligé de faire que des choses pour l'écologie, mais en tout cas, on fait des choses, on en voit l'utilité, on en voit le bénéfice chez nos clients. Et donc, on a un tas d'idées en fait pour aller continuer à faire ça mieux. Et surtout, je dirais que les meilleures idées nous viennent de l'interaction avec les utilisateurs. On fait un premier logiciel, ils l'utilisent, ils ont plein d'idées, et puis en fait, on construit quelque part notre feuille de route de développement comme ça. Ce qu'il faut, quand on est informaticien, il ne faut jamais oublier en fait qu'on n'est pas les experts du métier de nos clients. Ils le sauront toujours mieux que nous. Ils passent leur journée à faire leur métier et nous, on vient pour faire un logiciel qui fait à peu près la même chose que ce qu'ils font. Donc, il faut extrêmement être à l'écoute et s'inspirer de ça parce qu'on est sûr de faire quelque chose qui marche parce qu'il répond à un besoin, parce qu'il y a des gens qui l'utilisent, ils en voient l'utilité, donc c'est super. Super intéressant et enrichissant. Moi, j'avais une question, c'était qu'est-ce que vous pourrez donner comme conseil à des jeunes, puisqu'on parlait de passion, d'exercer son métier, pour justement créer les meilleures conditions possibles pour faire des études qui leur plaisent et qui plus est exercer le métier de leurs rêves. Ouais. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment important de faire ce qu'on aime parce que et c'est pas facile, encore une fois, de trouver ce qu'on aime. On peut essayer plusieurs choses. Et alors, j'ai eu la chance, moi, en 1995, de découvrir que c'était ce que je voulais faire. Parce que mon père a ramené un ordinateur à la maison. Je trouvais, c'est quoi cet objet? Il a bien fait. Je ne sais exactement. Et je suis tombé amoureux de la machine. Mais ça aide en tout cas. Parce qu'encore une fois, l'informatique, alors, par rapport à d'autres métiers, c'est que ça change quand même beaucoup. Ça change beaucoup. Tous les 2 ans, il y a un nouveau logiciel. Vous avez commencé par faire aujourd'hui du C#. Dans 2 ans, on va vous dire quoi, C#? Vous êtes un gars. Maintenant, c'est, je sais pas, c'est D#. Et puis demain, ce sera encore autre chose. C'est une course permanente à l'innovation, au changement, etc. Parfois, c'est justifié parce qu'effectivement, je sais pas, il y a des nouveaux processeurs, un langage adapté qui utilise le maximum de puissance de processeur. Et parfois, c'est juste parce que l'industrie aime bien changer pour changer. C'est ça, en fonction et donc, c'est très difficile de s'y retrouver. Mais en tout cas, l'informatique, c'est sûr que c'est un métier qui change énormément. Et donc, il faut être curieux quand même. Il faut être très curieux, faire le tri entre ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. Et avec l'expérience, en fait, justement, cette capacité à... Quelque part, moi, ce que je vois,
les informaticiens les plus expérimentés, vous pouvez changer les langages, ils sont solides sur leurs principes en fait. C'est pas le langage en fait, parce que vous êtes passé de tel langage à tel langage qui va les déstabiliser, ce qu'on appelle les architectes dans ce milieu-là. Ils savent très bien que les langages vont changer tous les 4 ans, mais par contre, ils ont des fondamentaux tellement solides dans ce métier-là qu'ils savent rapidement s'adapter et vous proposer un logiciel qui marche très bien assez rapidement. Donc, pour résumer, en fait, mon conseil, c'est idéalement faire ce qu'on aime. Si on aime l'informatique, il faut en faire ça à fond et être extrêmement curieux parce que c'est un milieu. L'informatique que vous connaissez aujourd'hui, c'est complètement différente de ce qui sera l'informatique dans 5 ans. Moi, je vois ChatGPT, par exemple, on ne l'a pas vu venir. C'est-à-dire, en quelques mois, c'est devenu normal. Genre, tout le monde parle de ChatGPT, tout le monde l'utilise. Il y a 2 ans, on n'en parlait pas du tout. C'est utilisé en plus pour n'importe quelle circonstance. Exactement, n'importe quelle circonstance. Et à mon avis, on n'en a pas encore vu tout le potentiel. Donc, c'est ça qui est passionnant dans l'affaire. C'est que le début, je pense. C'est que le début, ouais, complètement. Mais c'est vrai, mais c'est un métier d'avenir, clairement. L'informatique, c'est clairement un métier d'avenir. Je pense qu'on a fait le tour. En réalité, on a eu pas mal de sujets. Digital, l'humain, le relationnel, des choses qui sont valorisantes et qui contribuent à l'évolution de la technologie. Oui, tout à fait. Donc, merci à vous. De rien, merci à vous pour les questions. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode.